Dans les années 50 et 60, la tension augmenta entre les pays producteurs de pétrole et les compagnies occidentales qui en assuraient l'exploitation. Dans l'Italie d'après-guerre, qui faisait de gros efforts pour s'industrialiser, les problèmes d'énergie étaient graves. On fêtait chaque nouvelle découverte dans une atmosphère de carnaval. We can feel the earth shaking under our feet. It's a tremendous roar, a fantastic spectacle. The people are startled and moved. That flame shooting 90 feet into the sky is impressive even if you've seen it before. On découvrait toujours davantage de gisements de pétrole à travers le monde. Cette surabondance de carburant transformait de plus en plus la société occidentale. Mais des affrontements graves allaient avoir lieu pour obtenir le contrôle du pétrole. En octobre 1962, le magnat du pétrole italien Enrico Mattei recevait des menaces de mort. Il s'était fait des ennemis en Italie et à l'étranger, et il posait des problèmes au gouvernement et aux services secrets de 3 continents. Mattei avait essayé de modifier l'équilibre du pouvoir dans le monde du pétrole et de faire une place au soleil à l'Italie. Mattei était sur le point de conclure un marché très attendu avec Exxon et devait rencontrer le président Kennedy aux États-Unis. Après avoir visité une raffinerie en Sicile, il monta à bord de l'avion de sa compagnie. Cela devait être son dernier voyage. Pronto? Un secondo, prego. Pronto? Ici Cairo. Ici Cairo. L'avion s'écrasa dans un brouillard épais quelques minutes avant d'atterrir à Milan. Mattei, son pilote et un reporter de Time Magazine furent tués sur le coup. Mattei avait insisté pour voyager malgré le mauvais temps, mais certains suspectaient un sabotage. Il avait beaucoup d'ennemis, bien sûr. Et il y avait déjà eu une tentative bizarre de sabotage avec un tournevis. J'ai parlé personnellement avec un homme qui était général de l'armée de l'air italienne. Il m'a assuré qu'à sa connaissance, il n'y avait aucune trace de sabotage. Ce qui voulait dire aussi qu'il avait pu ne pas remarquer quelque chose. En fait, des gens sérieux pensent qu'il y a bien eu sabotage. Mattei avait heurté de front l'establishment italien et s'était fait de puissants ennemis. Son projet d'une nouvelle répartition des richesses du pétrole menaçait le système en place. Pour moi et pour beaucoup d'autres en Italie, ça a été un très mauvais jour, un jour très triste. Tout ce que je peux dire, c'est que, eh bien, il est mort au bon moment pour un certain nombre de personnes du monde entier. Dans une industrie devenue la plus importante du monde, ses opposants l'appelaient dédaigneusement le Napoléon du pétrole, ou l'homme du pétrole sans pétrole. Il avait une motivation morale. Il n'acceptait pas l'idée qu'on travaille seulement pour l'argent. Il ne percevait pas son salaire. Très tôt dans sa carrière, dans un de ses accès de colère, il se persuada que toutes les compagnies pétrolières privées, surtout les grosses, s'étaient liguées contre lui. Alors, il nous a baptisés les Sept Sœurs. Et ce surnom a fait le tour du monde. Ça ne nous ennuyait pas du tout d'être appelés les Sept Sœurs. En fait, moi, je trouvais que c'était nous rendre hommage. Il pense que cet ensemble de grandes compagnies, les majors, qui sont liés par des intérêts communs, s'efforcent d'empêcher des gens comme lui, Enrico Mattei, de participer aux affaires internationales.
il est bien décidé à forcer ce barrage et à obtenir sa part. Les grandes compagnies, on les appelait les Sept Sœurs, contrôlaient la majorité du pétrole qui alimentait la croissance massive du monde industriel de l'après-guerre. L'économie mondiale passait du charbon au pétrole. C'était l'âge du pétrole, et il était bon marché. Les années 50 et 60 avaient connu une croissance importante, 7% année après année. En fait, ça dépassait toutes les prévisions et on arrivait à peine à y croire, mais le résultat était là. Every car of every make, any age in any shape, summertime and winter too. Here's the oil that's right for you. Exo extra. En Amérique, une essence abondante et bon marché transforme la société. La voiture bouleverse le mode de vie. Véritable révolution, des dizaines de millions de gens vont s'installer en dehors des villes. Save your engine, wear and toil, use Exo extra. Même Marilyn Monroe n'hésite pas à faire la publicité d'une marque d'essence. This is the first car I ever owned. I call her Cynthia. She's going to have the best care a car ever had. Put Royal Triton in Cynthia's little tummy. Right, lady. Cynthia will just love that Royal Triton. Avec la voiture, cette société nouvelle adopte aussi les drive-in, les fast-food, et s'habitue à une certaine prospérité. Des millions de gens empruntent les autoroutes modernes. A road sign points the way to one of America's great new superhighways. Now, a motorist traveling from New York to Delaware can drive non-stop the 118 miles of the New Jersey Turnpike in 2 hours. Les majors utilisèrent de nombreux moyens pour s'assurer la fidélité des automobilistes. La concurrence était féroce. Mais malgré les affirmations de chacun, il faut bien avouer que les différents produits étaient pratiquement identiques. Et en coulisses, les compagnies travaillaient en bonne intelligence dans la plupart des pays producteurs. Vous savez, les compagnies pétrolières travaillent ensemble. Il est clair que ce sont des entités commerciales différentes et qu'elles s'affrontent quand il s'agit de marketing. Mais nous savons tous qu'elles se mettent d'accord entre elles pour établir des quotas de production. Elles organisent une réunion dans une pièce enfumée, quelque part en Écosse, en se moquant bien des lois antitrust. Ce sont des faits qu'il serait difficile de récuser. Les majors couvraient le monde entier. Elles effectuaient d'énormes investissements dans tous les domaines de l'industrie. Exploration, transport, raffinage et marketing. Les pays qui fournissaient les plus grosses quantités de pétrole, le Moyen-Orient et le Venezuela, n'étaient pas satisfaits de leur part des bénéfices. Dire que les compagnies pétrolières n'ont jamais joui du pouvoir que leur attribuait un certain public, c'est tout à fait faux. Il est vrai que dans les années 50 et 60, nous avons fixé les prix très bas. Et il fallait que ces prix baissent à cause d'un excès de pétrole. Mais encore une fois, les gens nous prêtaient une puissance que nous n'avions pas. Un peu l'histoire de l'habit qui fait le moine. Les majors agissaient comme un État dans l'État.
Elles pensaient être libres de réduire le prix du pétrole selon leur bon vouloir. Et c'est ce qu'elles ont fait au cours des années 50, réduisant d'autant les revenus des pays producteurs. Ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas pour des raisons économiques, c'était pour qu'il y ait du carburant bon marché partout. C'était une belle époque pour le monde industriel. La production de pétrole augmentait et les prix baissaient. La croissance surprenante du Japon était fondée sur sa décision stratégique de passer du charbon au pétrole. Le miracle japonais transforma le pays en un pouvoir industriel avec qui il fallait compter. Le pétrole consommé par le Japon et par les autres puissances du monde passait d'une façon ou d'une autre entre les mains des majors. Mais les gouvernements étaient conscients que le pétrole était un enjeu national. Le gouvernement prenait nos intérêts en compte. Il tenait à s'assurer que le pétrole ne serait pas contrôlé par des gens hostiles. Il nous fallait des réserves suffisantes dans le monde, mais on n'avait aucune autorité sur les grandes compagnies, il ne faut pas l'oublier. Le gouvernement américain considérait que pour l'intérêt national, il fallait laisser les majors américaines dominer l'industrie pétrolière mondiale. En Italie, Enrico Mattei supportait mal la mainmise des 7 sœurs sur l'industrie mondiale du pétrole. Et quand les majors formèrent un consortium pour exploiter le pétrole iranien, il fut furieux d'en avoir été exclu. Il considéra qu'on refusait à sa compagnie ENI l'entrée d'un club exclusif anglo-américain. Ça illustrait évidemment ce qu'il répétait toujours. Les gros intérêts ne se soucient jamais des petits. Alors, si vous voulez vous asseoir quelque part, il faut vous battre pour attraper une chaise. Ne croyez pas que vos alliés vont vous l'offrir, c'est à vous de la prendre. Il se référait bien sûr à l'énergie, mais ça illustre toute l'histoire de sa vie. Il pensait qu'une économie moderne dépend de l'énergie, et l'Italie en manquait totalement. Mattei avait travaillé dur pour transformer ENI en une grande compagnie nationale. Il avait grandi dans une Italie très pauvre. Pendant plusieurs générations, les Italiens avaient dû abandonner leur pays en quête de travail et d'une vie meilleure. Mattei s'en indignait. L'image de l'Italien muni d'une petite valise en carton qui quittait le bateau en espérant qu'on lui permettrait de travailler beaucoup pour très peu d'argent, eh bien, ça le rendait véritablement enragé. Il disait, il ne faut plus que ça puisse exister, ces gens qui partent comme de pauvres ouvriers ou des joueurs de mandoline. Je ne sais pas pourquoi, mais il éprouvait une haine particulière pour les joueurs de mandoline. C'est pourtant joli, la mandoline. Mais il assimilait l'image de l'Italien qui allait jouer de la mandoline à l'étranger à celle d'un mendiant. Il ne voulait plus jamais voir ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Mattei rejoignit les partisans dans la montagne pour lutter contre Mussolini et les fascistes. C'était un chef né. Il adopta rapidement la technique des partisans, une action surprise et un dévouement total à la cause. Après la guerre, pour le récompenser d'avoir combattu les fascistes, on lui donna la direction de la compagnie pétrolière nationale Agip, en bien mauvais état. Il était en principe chargé de la liquider en la privatisant. Mais quand il eut connaissance de rapports secrets certifiant qu'il existait des gisements importants en Italie du Nord, il ignora les ordres et fit creuser des puits. Ce n'est pas du pétrole qu'on trouva, mais du gaz naturel. Bien entendu, les grosses compagnies pétrolières essayèrent d'acheter les intérêts de ce nouveau concurrent. Une délégation américaine vint lui rendre visite. Il lui demandait en clair de renoncer à son projet d'exploiter la vallée du Pô pour le compte d'Agip.
Il lui offrait un chèque en blanc s'il abandonnait. En dépit des voix qui se sont élevées pour prétendre que l'Italie y gagnerait si les compagnies pétrolières étrangères prenaient le contrôle, j'ai décidé de me battre. Mattei devait organiser très rapidement l'exploitation de son gaz naturel s'il voulait barrer la route aux compagnies étrangères. C'était une véritable course contre la montre. Bien sûr, l'argent viendrait du gaz. Plus il en vendrait, plus il aurait d'argent et plus il pourrait réinvestir. C'était ça le schéma. Et il se lança à corps perdu dans la bataille. Il n'avait pas le temps d'y mettre les formes. Il utilisait la méthode des partisans, agir d'abord et demander la permission ensuite. Quand on a vu cet homme arriver, on a cru qu'il était fou parce qu'il nous demandait de faire des choses impossibles. Mais quand je l'ai mieux connu, j'aurais sauté par la fenêtre s'il me l'avait demandé. Un jour, Mattei décida de faire quelque chose de très important sans autorisation. Pendant la nuit, il mit des milliers de gens au travail pour fabriquer un pipeline. Le travail aurait normalement dû prendre 2 ou 3 semaines, mais il fut exécuté en quelques heures pendant la nuit. Si un maire en colère venait se plaindre que sa ville avait été saccagée au milieu de la nuit, Mattei présentait ses excuses et disait qu'on allait arrêter le travail tout de suite. Naturellement, le maire le suppliait de terminer aussi vite que possible. Son autre priorité était d'améliorer l'image de la compagnie. Il modernisa les stations-service et y ajouta des restaurants. Il produisit même un dessin animé pour apprendre aux gérants des stations à offrir un meilleur service. Et la campagne publicitaire de Mattei commença à porter ses fruits. Il récupérait les clients des majors. Il voulait faire quelque chose de complètement différent, avec des lumières et du chrome partout, très moderne. Il avait la phobie des fauteuils en toile. Chaque fois qu'il allait contrôler une station-service, parce qu'il allait les contrôler lui-même, s'il trouvait un fauteuil en toile, il l'écartait à coups de pied en hurlant. Après, il allait visiter les toilettes et si elles étaient sales, alors là, il l'explosait littéralement. Après, c'est comme si l'endroit avait été bombardé, on ne reconnaissait plus rien. Il pensait que les Italiens aimaient le modernisme, et pour lui, il n'y avait rien de plus moderne que les autoroutes avec des stations-service à la hauteur. Dans sa lutte contre les majors, Mattei marquait des points grâce à ses stations-service à Jeep. Mais il souhaitait toujours désespérément être accepté dans le club des grands et participer aux affaires de pétrole brut. À cet effet, il utilisait au maximum son réseau de relations et son habileté politique pour faire avancer les pions de ENI. On l'appelait alors l'homme le plus important d'Italie. L'étape suivante devait lui permettre de rejoindre enfin le clan des producteurs de pétrole brut, si je peux employer cette expression. C'est rapidement devenu une obsession chez lui. À chaque rencontre, même privée, il me demandait quand on allait enfin le laisser acquérir un intérêt dans la production de pétrole brut. Mais ni moi, ni les autres compagnies, on voyait pourquoi on laisserait ce grand patriote italien avoir un morceau de ce qu'on avait gagné en 50 ans de recherche, de développement et d'efforts. Les majors regroupaient tous les aspects de l'industrie pétrolière. L'exploration, la production, le transport, le raffinage et le marketing. C'est un fait qu'à travers toute leur histoire, ils ont été obligés de construire des stations-service, des raffineries et des pétroliers. Et les compagnies n'auraient jamais accepté d'investir tout cet argent s'il n'y avait pas eu à l'autre bout
la production de pétrole brut. C'est ça qui leur rapportait gros. Mattei voulait donc s'introduire dans la branche lucrative de l'affaire, et il imagina un moyen d'y parvenir. ENI était une entreprise d'État, ce qui faisait de Mattei un fonctionnaire. Il espérait que cela lui donnerait un avantage dans ses négociations avec les gouvernements étrangers. Il préconisait une politique entièrement nouvelle entre les pays producteurs sous-développés et les riches consommateurs de l'Ouest. Il souhaitait une complète réorganisation des choses et était sans doute trop en avance sur son temps. Résolument anticolonialiste, Mattei faisait appel au nationalisme des pays producteurs. En tant que président d'une compagnie d'État, il avait la faculté de mettre au point des accords de gouvernement à gouvernement qui tenaient à l'écart les compagnies privées. Sa stratégie établie, Mattei souhaitait trouver quelqu'un qui lui permettrait de la tester. Il n'eut pas à chercher bien loin. De l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte, Gamal Abdel Nasser accepta de devenir son associé. Nasser était son grand ami. Mattei pensait que c'était l'homme capable de ramener le tiers-monde à l'époque moderne. Voilà le fond de son caractère. Ils étaient liés par une amitié profonde et Mattei ne supportait pas qu'on critique Nasser en quoi que ce soit. Ce n'était pas un homme de nuances. Tout était noir ou blanc. Et pour lui, Nasser était blanc. Le nationalisme était en train de devenir une force puissante en Égypte. Exploitant ce fort sentiment anticolonialiste, le colonel Nasser s'était emparé du pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang. Il enflammait le monde arabe en lui martelant sa propre mouture du nationalisme. Dans les cafés du Caire, ces messages étaient écoutés avec ferveur. Mattei établit un accord avec Nasser par lequel il lui garantissait 75% des bénéfices éventuels qu'on tirerait d'exploitations futures. À ce moment-là, la production de l'Égypte était tellement faible que ce nouvel arrangement avait un impact très réduit. Mais il ouvrait tout de même une brèche dans ce qui était convenu depuis des années, c'est-à-dire le partage automatique à 50-50. Le marché passé avec l'Égypte leur accordait 75% des bénéfices. Et c'était une première mondiale. Cela aurait complètement scandalisé les majors, si elles avaient été au courant. Mais pour des raisons politiques, Mattei et Nasser décidèrent de garder cet accord secret. Nasser était convaincu de l'importance stratégique du pétrole. Pour les Occidentaux, le canal de Suez était le passage obligé vers le golfe Persique. Les Américains et les Anglais ayant annulé un prêt important à l'Égypte, Nasser, furieux, décida d'agir. La nationalisation du canal de Suez prit tout le monde par surprise. Quand les Égyptiens entrèrent en possession des bureaux de la compagnie franco-anglaise du canal, il n'y eut aucune résistance. Son action mit alors en rage les gouvernements anglais et français. Soutenus par Israël, ils décidèrent d'utiliser la force. Des unités d'élite françaises embarquent à Marseille pour rejoindre des forces britanniques à Chypre. Des bombardiers ont attaqué 5 grandes villes, dont Le Caire. La campagne militaire s'arrêta, en partie à cause de l'opposition des États-Unis. Le président Eisenhower était furieux de n'avoir pas été consulté. Il souhaitait se faire réélire et la dernière chose dont il avait besoin, c'était bien d'une guerre qui aurait échauffé les passions nationales. Il refusa donc d'aider les Britanniques et les Français, leur disant en résumé de se débrouiller. Nasser émergea triomphant et l'aventure donna un grand élan au nationalisme arabe.
la France et la Grande-Bretagne furent forcées de se retirer. Suez constituait un premier avertissement aux consommateurs de pétrole occidentaux. Mattei mit rapidement à profit cette vague montante de nationalisme et de sentiments anticolonialistes. Il offrit au Shah d'Iran un contrat lui garantissant 75% des bénéfices. Les Majors furent scandalisés de l'intrusion de Mattei et de son offre. C'est alors qu'il imagina un nouveau moyen de mettre la pression sur nous pour arriver à ses fins. C'était à mon avis bien plus malin, mais aussi plus dangereux. Les Russes augmentaient leur production et cherchaient de nouveaux débouchés. Mattei acheta leur pétrole pour moins d'$1 le baril. Il les aida aussi à construire un pipeline en direction de l'Ouest. Les grandes compagnies privées se déchaînèrent de nouveau. Voilà que Mattei inondait de pétrole un marché déjà excédentaire. Et les prix s'effondraient. Mattei espérait que les gouvernements occidentaux, mis au courant de son accord avec les communistes, forceraient la main aux 7 sœurs pour que sa compagnie, ENI, soit acceptée dans leur club. Strategic Air Command B-52 bombers, already on a massive worldwide airborne alert, are now flying 24-hour missions. La tension provoquée par la guerre froide atteignait des sommets. Les affaires de pétrole sont des affaires politiques, dominées par les grandes puissances. Les marchés jouent un petit rôle. Tout se décide au niveau de ces grandes puissances. Et ça ressemble beaucoup plus au jeu de la guerre qu'au jeu des marchés. Et le 27 octobre 1962, l'avion de Mattei s'écrasait. Il laissait ENI en héritage et elle allait devenir la 8e compagnie pétrolière du monde. Mais Mattei n'avait pas été le seul à essayer de changer la règle du jeu. Comme Mattei, le Vénézuélien Juan Pablo Pérez Alfonso voulait modifier le système. Il s'était exilé à Washington à la suite d'un coup d'État militaire dans son pays. C'est là que l'idée de l'OPEP est née. Il souhaitait que les pays producteurs s'unissent contre les compagnies pétrolières et limitent la production pour faire augmenter les prix. Pérez Alfonso était conservateur dans l'âme. Et il appliquait sa philosophie au pétrole. C'était un homme très austère. Il s'inquiétait au sujet des ressources naturelles du Venezuela et pour les problèmes d'énergie en général. Pérez Alfonso pensait que les compagnies étrangères exploitaient trop rapidement le pétrole vénézuélien et qu'il serait rapidement épuisé. Il voulait réduire la production. Sa vision du monde et de la nécessité d'une coopération l'ont poussé à rechercher un accord entre le Venezuela et les pays producteurs du Moyen-Orient. Lors de son arrivée à Washington, il a été choqué par le mode de vie qu'il y a découvert. La consommation augmentait rapidement aux États-Unis. Des voitures plus nombreuses et plus puissantes brûlaient toujours davantage d'essence. Mais les pays producteurs étaient loin d'être satisfaits de la part qui leur était attribuée. Notre part de bénéfices était ridicule. Les compagnies pétrolières pensaient pouvoir faire ce qu'elles voulaient. Il n'y avait rien à leur dire.
Elle continuait à trop produire de pétrole et les prix tombaient. Elle donnait au gouvernement des pays producteurs ce qu'elles avaient envie de leur donner. Mais quand elles ont commencé à vraiment exagérer, il y a eu une réaction. Et c'est à ce moment-là que Pérez Alfonso s'est mis en rapport avec les pays producteurs. Le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite était Abdullah Tariki. Tout autant que Pérez Alfonso, il souhaitait réduire la puissance de l'industrie pétrolière occidentale. Tariki et Pérez Alfonso avaient une amie commune, Wanda Jablonski, une journaliste spécialisée dans le pétrole. Grâce à sa ténacité peu commune, elle s'était fait une place de choix dans l'industrie. Elle avait beaucoup voyagé au Moyen-Orient et elle connaissait tous les gens importants dans les milieux pétroliers. Elle rendit visite à Tariki et ils s'entendirent à merveille. Elle télégraphia alors à son magazine à New York pour leur signaler que c'était l'homme à surveiller à cause de ses idées radicales. Au Congrès arabe du pétrole du Caire en 1959, Tariki rencontra l'homme qui partageait ses idées. C'est Wanda Jablonski qui les présenta l'un à l'autre au Nile Hilton, devant une bouteille de coca. Les majors venaient juste de réduire arbitrairement le prix du pétrole, et le ressentiment grondait chez tous les délégués. Les deux hommes pensaient qu'il fallait s'unir pour résister aux compagnies pétrolières. Mais pour que ce soit efficace, il restait à persuader tous les autres pays producteurs du Moyen-Orient de se rallier à eux. L'observateur de l'Iran fut difficile à convaincre. Il m'a dit, écoutez, je vais rassembler tous ces gens. Oui, il faut être honnête, c'était uniquement son idée. Et il nous a expliqué qu'on n'avait pas besoin d'avoir peur. Un rendez-vous secret fut alors organisé dans un yacht club de la banlieue du Caire. On y mit au point un projet d'accord qui définissait une collaboration future. Mais tout le monde n'était pas encore prêt à signer. Quand on m'a passé le projet, j'étais assis à côté de Pérez Alfonso. Alors je lui ai demandé pourquoi je devrais signer puisque je n'étais qu'un observateur. Je n'avais aucun statut officiel. Ce document n'était rien d'autre qu'un gentleman's agreement, mais il établissait les bases d'une action commune, si tout le monde acceptait de signer. Alors il m'a répondu que si je ne signais pas, aucun de ces Arabes ne signerait jamais, que tout dépendait de moi, que si je ne me décidais pas, il ne restait plus qu'à se séparer. Tout ça était contre les principes de mon gouvernement, mais il m'a vraiment forcé la main. Alors j'ai attrapé le papier et je l'ai signé. Il a signé le deuxième, après on l'a donné aux Arabes et ils ont tous signé aussi. Cependant, rien ne garantissait que ce gentleman's agreement mènerait quelque part. Mais un an plus tard, de nouveaux excédents conduisirent les majors à abaisser le prix du pétrole de 14%, ce qui le ramenait à moins de $2 le baril. Ils n'arrêtaient pas de baisser les prix, ce qui diminuait d'autant les revenus des pays producteurs. La goutte qui a fait déborder le vase, c'était en 1960. Là, tous les producteurs se sont rassemblés pour réfléchir sérieusement au problème. Et on a fondé l'OPEP. L'OPEP a été créé à Bagdad en 1960. Les compagnies pétrolières refusèrent de reconnaître son existence. Pour les fondateurs, Abdullah Tariki et Pérez Alfonso, la bataille ne faisait que commencer. Le premier secrétaire général de l'OPEP, Fouad Rouhani, était iranien. Les compagnies pétrolières utilisèrent tous les moyens pour affaiblir et miner l'OPEP. Ils s'attaquèrent individuellement aux membres de l'organisation qui se tenaient sur leur route, à moi par exemple. Et ils trouvèrent aussi des moyens directs et indirects de menacer les gouvernements. À cette époque, nous avions comme membre de l'OPEP le Venezuela, tout à fait radical, et l'Iran qui s'opposait au Venezuela.
Pas facile de les réconcilier et d'arriver à un compromis. Les compagnies pétrolières faisaient un travail de sape dans l'ombre. Quand pour la première fois l'OPEP se prépara à agir unilatéralement en 1963, le Shah d'Iran était très hésitant. Devait-il soutenir l'OPEP ou continuer avec les compagnies pétrolières? Il était très clair qu'on lui avait dit quelque chose. Et il en avait tiré la conclusion que l'Iran ne pouvait pas soutenir les mesures unilatérales prises par l'OPEP. Bizarrement, c'était 6 jours après les émeutes de Téhéran, dans lesquelles l'ayatollah Khomeini avait joué un rôle important. Quand la guerre des 6 jours éclata entre Israël et ses voisins, les pays producteurs arabes tentèrent de mettre l'embargo sur le pétrole destiné aux pays qui aidaient Israël. Mais la tentative échoua, car il y avait partout trop de réserves. Dans les années 60, la nouvelle source importante de pétrole était située en Libye. Ici, comme ailleurs, la position des majors subissait des attaques d'un autre genre. Des centaines de compagnies indépendantes essayaient de pénétrer le marché du pétrole. C'était une invitation pour tous ceux qui avaient envie de faire fortune rapidement. C'était presque comme la ruée vers l'or, ou le premier boom du pétrole. On y trouvait tous les genres, des transporteurs, des marchands, des joueurs, des hors-la-loi, des aventuriers. C'était une mine d'or, un bonanza nord-africain. La Libye était un pays très pauvre. Ses exportations étaient jusqu'alors constituées de métal récupéré dans le désert après la Deuxième Guerre mondiale et d'une espèce d'herbe dont on faisait les billets de banque. Mais maintenant, le régime libyen voyait enfin une occasion de gagner beaucoup d'argent avec le pétrole. Et les Libyens encouragèrent les compagnies indépendantes à venir chez eux dans le but de saper la position dominante des majors. Le docteur Armand Hammer faisait partie de ces indépendants. Il n'était pas spécialiste du pétrole. Il avait fait toutes sortes de commerces à travers le monde. Les objets d'art russes, les médicaments, le bourbon et même les chiens. À l'âge de 57 ans, il venait de se marier pour la 3e fois et s'était retiré en Californie après son voyage de noces. Il avait acheté quelques puits de pétrole pour bénéficier d'une déduction fiscale. Ensuite, il devint propriétaire d'Occidental, une compagnie pétrolière en sommeil. Mais il supportait mal de rester assis dans sa maison californienne s'il y avait de l'argent à gagner quelque part. Et la chance voulut qu'Occidental trouve un gisement de gaz naturel. Il travaillait tout le temps, au moins 18 heures par jour. Et tout ce qu'il faisait, même dans le domaine de l'art, ou au cours de simples réunions sociales, devait pouvoir servir à sa compagnie. Il appelait les vice-présidents pour leur demander quel est l'endroit du monde où vous préféreriez être, où aimeriez-vous aller? Et la réponse devait être en Libye. Grâce à différentes acquisitions, Occidental était devenue une grande compagnie. Mais il aurait fallu qu'elle trouve un gisement de pétrole à exploiter. Hammer s'était fait beaucoup d'ennemis, et parmi eux, l'un des anciens dirigeants d'Occidental. Le mot qui qualifie le mieux sa façon de faire des affaires, c'est anxieux. Il était anxieux que sa compagnie se développe. Anxieux à propos de son image, anxieux pour tout. Le docteur Hammer n'était pas immoral. Il était amoral. Il n'avait aucune règle de morale. Il pensait pouvoir se sortir de n'importe quelle situation en payant. Et pour obtenir une concession en Libye, la fin justifiait les moyens. C'était la base de sa philosophie. La Libye possédait un régime féodal, à la tête duquel se trouvait le roi Idriss. C'était un bon musulman, mais un monarque faible qui laissait faire un entourage corrompu. Il représentait néanmoins pour Hammer une chance unique de pouvoir enfin jouer dans la cour des grands. En 1965, on avait déjà découvert beaucoup de pétrole en Libye et la production se développait très rapidement.
Les compagnies déjà en place et celles qui venaient s'installer avaient hâte d'avoir leur part de ce qu'on baptisait le filon d'or libyen. Et on faisait une cour effrénée aux personnages influents. Hammer épuisa tous les moyens pour trouver quelqu'un ayant le bras long. Il finit par obtenir une recommandation pour rencontrer un conseiller à qui le roi faisait confiance, Omar Shelley. Hammer serait obligé de lui verser une commission sur chaque baril de pétrole, mais il possédait toute l'influence nécessaire. Mes relations avec le roi étaient celles d'un père et de son fils. J'étais pratiquement comme son ombre, je l'accompagnais partout. Le roi m'avait donné sa confiance tout entière. Et quand je lui parlais, il écoutait attentivement. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une relation d'affaires qui m'a demandé si je pouvais recevoir un certain Armand Hammer, président d'Occidental, ce que j'ai fait. Il savait écouter, s'adapter aux circonstances. Il était aussi très faux et très ennuyeux. Il n'avait qu'un seul sujet de conversation, l'argent. L'argent et encore l'argent. Omar connaissait le chemin du cœur du roi. Il conseilla à Hammer d'annoncer qu'il allait transformer l'oasis de Koufra en une nouvelle Californie. Un tel projet enchanterait le roi et le persuaderait d'accorder une concession pétrolifère à Hammer. Hammer fut tout à fait ravi quand je lui ai parlé de l'idée de l'oasis de Koufra. J'ai pu voir ses yeux briller de joie. Je crois qu'à partir de là, il a su qu'il était sur la bonne voie. Archie, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver de l'eau là-bas? Venez par ici, docteur, je vais vous montrer l'endroit en question. Et pendant notre conversation, il s'est montré très optimiste. Il m'a dit, « Omar, je vais faire de vous l'homme le plus riche d'Europe. » Occidental a obtenu l'une des concessions qu'elle voulait, mais à la dernière minute, on lui a refusé la deuxième. À la place, on lui en offrait une autre qui jouxtait la première, et c'était à prendre ou à laisser. La compagnie a pris. Il s'avéra par la suite que c'était sans doute la meilleure concession jamais attribuée en Libye. Le puits auquel je pense, qui devait être le deuxième ou le troisième qu'on avait creusé, fournissait pratiquement 75 000 barils par jour. C'est beaucoup de pétrole. Les gens se demandent toujours pourquoi on va au-delà des mers chercher du pétrole. Eh bien voilà la réponse. Hammer avait su utiliser une nouvelle technologie qui lui avait permis de trouver du pétrole sur une concession d'abord explorée puis abandonnée par Mobil. L'une des raisons pour lesquelles les autres compagnies détestaient énormément Hammer, c'est qu'il avait l'habitude de raconter cette histoire à tout bout de champ. Mobil a creusé et ils n'ont rien trouvé. Nous, on est passé derrière et on a découvert du pétrole. À l'inauguration de son nouveau pipeline construit en un temps record, Hammer rendit hommage au roi et au royaume. C'est alors qu'éclata une bombe. Un jeune officier, Moammar al-Kadhafi, venait de réussir un coup d'État. Une bien mauvaise nouvelle pour les compagnies pétrolières. Et Kadhafi avait tous les atouts en main. En effet, les excédents de pétrole s'étaient résorbés. Kadhafi ignorait tout de l'industrie internationale du pétrole et ne s'en souciait guère. Tout ce qu'il voyait, c'est que les contrats avaient été négociés entre des compagnies étrangères et un monarque qu'il venait de renverser. Donc, les contrats étaient nuls.
Kadhafi voulait contrôler son pétrole et en tirer davantage de revenus. Les majors résistèrent. Les Libyens comprirent rapidement que les compagnies indépendantes, et en particulier Hammer, étaient le maillon faible. Hammer ne produisait pas de pétrole ailleurs, et les Libyens décidèrent de diminuer considérablement sa seule source d'approvisionnement. Hammer supplia les majors de lui vendre du brut si jamais il était nationalisé. On lui opposa une fin de non-recevoir. Hammer était coincé. Kadhafi et son collaborateur, le major Jaloud, intensifiaient la pression sur les Occidentaux. J'avais téléphoné au docteur Hammer pour lui dire que ça devenait dangereux, qu'on allait sûrement être nationalisé. L'industrie pétrolière était vraiment en péril. Hammer partit immédiatement pour la Libye afin de négocier avec le régime. Le 4e jour, on était tous censés établir un contrat et se mettre d'accord sur chaque paragraphe. Et le docteur devait signer aussi. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Le major Jaloud nous a expliqué qu'on allait bien signer, mais que le contrat resterait secret. Et en fait, on n'a pas vu grand-chose. Il y avait un papier, mais très court et en arabe. Évidemment, on ne savait pas ce qu'il racontait. Le docteur était complètement bouleversé. Il était persuadé qu'on nous tendait un piège. Mais Hammer comprenait qu'il n'y avait rien à faire. Le docteur m'a pris à part et m'a dit « George, je crois qu'on peut signer cet accord. » Mais il ne l'a pas fait personnellement. Il a rassemblé ses collaborateurs, ils sont montés en avion et ils sont partis. La défaite de Hammer lui a immédiatement coûté 30 cents par baril. De plus, les Libyens obtenaient 55% des bénéfices. C'était la première fois qu'un pays producteur posait ses conditions à une compagnie pétrolière. C'était un événement important. En signant, Armand Hammer a obligé toutes les autres compagnies qui opéraient en Libye à suivre son exemple. Et la pénurie, créée par l'absence de 30% du pétrole libyen sur le marché, a empêché les prix de baisser. Et puis, ils sont remontés rapidement. Tout à coup, le tableau n'était plus le même. La reddition de Hammer en Libye marque l'instant à partir duquel le pouvoir est clairement passé aux pays producteurs. Enrico Mattei avait mis le processus en route. Abdullah Tariki et Pérez Alfonso ont lutté pour le poursuivre. La montée des nationalismes, le nombre des compagnies indépendantes et les lois de l'offre et de la demande marquaient le début d'une ère nouvelle pour les hommes du pétrole. Les beaux jours des majors étaient terminés. C'était drôle de nous retrouver là en train de signer cet accord. Il y avait seulement 2 autres employés d'Occidental avec moi. J'avais un peu honte et peur en même temps. Je me disais qu'à l'ouest, chaque voiture, chaque avion, chaque camion qui se déplacerait allait coûter plus d'argent. Et bizarrement, j'y ai repensé un peu plus tard, quelques années plus tard, et effectivement, c'était devenu beaucoup plus cher.